Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Canal 32. À la une de notre édition de ce mardi 31 août 2010, la réouverture d'un supermarché pourtant promis à la fermeture en zone rurale, à Ausson, alors que l'existence même d'une grande surface était compromise. La population avait manifesté sa colère en juin car le magasin allait fermer. Mais depuis le début du mois, une nouvelle enseigne a repris ce commerce. Reportage dans un instant. Un vrai faux mariage homosexuel en plein cœur de Troyes, ça s'est passé dimanche, avant-hier, dans un bar. Une manifestation pour l'honneur, pour faire changer les mentalités et surtout revendiquer le droit au mariage, jusque-là interdit en France pour les personnes du même sexe. Et enfin, une explication sur le terrain à Saint-Julien-les-Villas. Des travaux gigantesques ont lieu en ce moment au niveau du déversoir. Ils doivent s'achever à la fin de l'année. On verra dans ce journal quel est l'objectif de ce vaste chantier, donc dans quelques instants. C'était le 7 juin dernier, vous vous en souvenez peut-être. Une grande manifestation avait eu lieu devant l'écomarché d'Ausson, à l'ouest de Troyes, commune de 1000 habitants. Elle avait rassemblé élus locaux et clients fidèles pour dénoncer la fermeture prévue de l'unique grande surface du secteur, faute de rentabilité. La direction de l'enseigne avait même choisi cette solution à contrainte et forcée. Mais la gérante s'est battue et depuis le 3 août dernier, le supermarché a été repris. C'est un soulagement dans ce secteur rural. Reportage sur place avec Cyril Tavernet. Le 3 août, l'enseigne Coccinelle décide d'investir 40 000 € pour sauver le supermarché et ses 9 employés. Ce commerce de proximité existe depuis 2001. Par semaine, en moyenne, 1000 personnes y viennent faire leurs courses. La fermeture avait d'ailleurs créé l'indignation des habitants d'Ausson. Disons que Coccinelle, nous, on est beaucoup basé sur la proximité. Donc, c'est exactement le type de magasin qu'on recherche, à peu près 400 mètres carrés. C'est tout à fait notre type de marchandises qu'on met. Voilà. Apparemment, il y avait un besoin parce que c'est quand même un village qui comporte à peu près 1500 habitants, d'après ce que je crois, à peu près. Donc avec tous les petits villages alentours. Donc il y avait une demande certaine, malgré un attaque à quelques kilomètres. Les gens aimaient bien venir ici, quoi. Donc après, un point de vente qui ferme, c'est pas toujours bon pour le village, quoi. La clientèle, souvent de la commune et des villages avoisinants, est soulagée. C'est le seul commerce proche, sinon il faut prendre son véhicule et faire une vingtaine de kilomètres. Ça nous fait trop loin, sinon pour aller faire des courses, soit il faut qu'on aille à Herville, soit il faut qu'on descende à Troyes. Pour les gens aussi, surtout d'Auxon, moi je dirais les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer en voiture et tout ça. Et voilà. Et c'est pour ça qu'un petit magasin de proximité, pas très loin, point de vue prix, c'est équitable par rapport aux autres magasins, donc c'est très intéressant. Fabienne était venue manifester, elle était très remontée contre cette fermeture. Aujourd'hui, pour elle, acheter ici devient un acte militant. Je suis venue manifester parce que moi j'ai trouvé impensable qu'on ferme un petit commerce comme ça de proximité. Moi je ne fais mes courses qu'ici, au moins j'ai personne qui me marche sur les pieds, voyez. Le personnel est hyper sympathique, vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez leur demander, ils vont tout de suite aller voir en rayon. Pour améliorer la qualité de ce commerce, la direction a décidé d'axer sur les produits frais tels que la boucherie. Les gens mangent de la viande tous les jours. Quand on vient faire ses courses, on aime bien acheter plus ou moins tout au même endroit et ça fait marcher la clientèle, aussi bien pour le restant du magasin. L'ouverture officielle avec la nouvelle cave à vin et le temps de peaufiner la structure du site aura lieu en octobre ou novembre. Le contrat avec Coccinelle est signé pour 5 ans. Autre revendication, mais dans un tout autre domaine, cette fois avec ce vrai faux mariage homosexuel. Avant-hier dimanche, à Troyes, Logan et Cédric se sont dit oui, une cérémonie officieuse pour des revendications bien officielles. En réalité, pour les faux mariés ainsi que pour leurs témoins, l'objectif était de se montrer et ainsi revendiquer une égalité des droits familiaux entre homos et hétéros. Christian Vira. Logan, 19 ans, et Cédric, 36 ans, ont choisi de se marier. Le mariage homosexuel étant interdit, le gérant du bar sélectionné a endossé le rôle de maire fictif. Voulez-vous prendre pour époux Logan, Alain, Roland, Claude, Claire, ici présents? Est-ce que j'ai le choix? Et regardez comme elle est mignonne, la petite. Avec sa petite rose ronde, la petite rose jaune. C'est jaune, c'est un indice. Hein. Oui. Voulez-vous prendre pour époux Cédric? Alors un instant. Oui, je le veux. Voilà, c'est un oui massif. Alors, effectivement, il a vérifié le matériel. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Cédric, vous pouvez embrasser le marié.
Si l'humour est présent, pour Logan, l'objectif de ce mariage est bien plus sérieux. L'union homosexuelle via un PACS n'est pas suffisante pour lui. Oui, alors il y a le pacte civil de solidarité active. C'est beaucoup plus différent étant donné qu'il n'y a que des avantages fiscaux. Si moi aujourd'hui je veux me marier avec un homme, je suis obligé de quitter mon pays, quitter la France. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui j'ai 19 ans, je paye des impôts. Et si je paye des impôts comme tout homosexuel ou tout hétérosexuel, j'estime avoir les mêmes droits que des hétérosexuels, c'est-à-dire me marier avec un maire dans une mairie. Je n'ai pas envie de quitter mon pays pour aller en Belgique ou au Luxembourg pour me marier avec un homme, étant donné que je suis un citoyen français comme tous les autres, et donc j'estime avoir les mêmes droits que n'importe quel autre Français. La mère de Cédric déprime à chaque fois qu'il affiche son homosexualité. Ici, peu de gens acceptent d'être filmés. Pour Logan, vivre pleinement son homosexualité semble impossible à Troyes. Pour moi, je dirais pas que c'est pas possible parce que ça m'est déjà arrivé ici à Troyes d'avoir certains de mes petits amis pour lesquels j'embrassais dans la rue, etc. On a toujours peur au fond de soi, même si on s'assume pleinement, on a toujours peur de quelqu'un derrière nous qui le prendrait mal, on ne se sent pas en sécurité. Florent, lui, a le sentiment d'avoir perdu son emploi en raison de son homosexualité. Il espère que ce faux mariage permettra de porter un autre regard sur les gays. Quand on est habillé pas comme tout le monde, comme aujourd'hui par exemple, on se fait regarder de haut en bas, des pieds à la tête. Quelquefois même de loin on entend « T'as vu l'autre là-bas, t'es une tarlouse » Surtout le dimanche soir quand on sort de l'établissement qui organise les soirées gays par exemple. Faux mariage, ça vous fait quoi? Ça me fait énormément plaisir parce que c'est déjà 2 très bons amis à moi. Et je suis heureux qu'ils s'affichent, qu'ils revendiquent ce droit au mariage. Ici, ils étaient nombreux à craindre une action homophobe. Ils ont pu tout de même prolonger ce faux mariage avec une soirée festive. La météo maussade de cet été aura au moins permis aux habitués de la Bronzette près du déversoir de Saint-Julien-les-Villas de ne pas être trop frustrés. Ils ne peuvent en effet plus s'y rendre. La structure a subi cet été et jusqu'à la fin de l'année une cure de jouvence, un chantier de réaménagement financé par le SAFSAT. Le tout pour permettre de réaménager ce bras de la Seine. En attendant, les abords sont interdits au public, mais le chantier avance. Sur place, le reportage de Cyril Tavernet. Depuis début juin, une société spécialisée dans les travaux hydrauliques transforme le déversoir de Saint-Julien-les-Villas. Un chantier de 1 400 000 € financé par le SAFSAT à hauteur de 25%, le reste étant assuré par le Conseil général, la région, l'État et l'Agence de l'eau. Le déversoir a été amputé à 40% pour créer un clapet mobile qui régulera le débit de la Seine. C'est une sorte de porte métallique qui est actionné de façon mécanique et qui va baisser ou descendre en fonction du niveau de l'eau et en cas de crue complètement s'ouvrir afin de laisser passer un maximum d'eau par la Seine ancienne. C'est quelque chose qu'on gère manuellement dans un premier temps et dans un deuxième temps quand l'ensemble des ouvrages de l'agglomération troyenne, c'est-à-dire en 2012, seront rénovés. Ils seront automatisés et ils seront télégérés, c'est-à-dire qu'en amont et en aval de chacun des ouvrages, il y aura des sondes pour mesurer la hauteur du niveau d'eau et ensuite, à notre siège, à la chapelle Saint-Luc, nous pourrons télégérer l'ensemble des ouvrages et donc réagir beaucoup plus rapidement, ce qui est un facteur très important dans la prévention des risques d'inondation. Ce déversoir est le plus important régulateur d'eau de l'agglomération. Le SAFSAT, en modifiant cet ouvrage pour assurer la gestion des crues, joue la carte de la prévention. Moi, j'ai envie de vous rappeler que l'actualité est faite d'inondations qui ont des conséquences sur les populations, des conséquences sur les biens de ces populations et que de temps en temps, peut-être tous les 50 ans ou tous les 100 ans, il faut savoir faire le point et savoir mettre l'argent nécessaire pour prévenir non pas ces inondations parce que de toute façon elles reviendront demain ou dans 20 ans ou dans 50 ans, mais essayer de limiter la casse de ces crues centenales. Autre nouveauté, une passe à kayak et à poissons est prévue, c'est-à-dire qu'ils pourront monter ou descendre le déversoir. Nous travaillons dans le cadre d'une directive cadre européenne qui prévoit en 2015 le bon état retour écologique de nos cours d'eau. Et parmi ce bon état retour écologique, eh bien, il y a la présence de la faune et de la flore. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous rénovons un ouvrage, nous installons des passes qui permettent aux poissons de remonter et de redescendre l'ouvrage afin de pouvoir frayer sur l'ensemble du cours d'eau. Les abords du déversoir, qui datent de 1842, seront réhabilités pour que les Troyens retrouvent leur lieu de promenade au bord de l'eau. Le chantier devrait se terminer en décembre.
Et pour terminer ce journal, un portrait de bois à la fois fascinant et insolite. À 10 jours des 48 heures automobiles de Troyes, il rappellera aux amoureux des années 70 de nombreux souvenirs puisque cet homme collectionne les R12, un modèle caractéristique de la marque aux losanges, symbole d'une époque qui a d'ailleurs eu ses heures de gloire au cinéma. Damien Ardoux a rencontré ce passionné chez lui à Vendeuvre-sur-Barse. Certains collectionnent des timbres, d'autres des cartes postales. Cet habitant de Vendeuvre-sur-Barse, lui, a opté pour les R12. R12 comme Renault 12, évidemment. Une passion qui a démarré très tôt dans son village natal d'Amance. Depuis l'âge de 18 ans, depuis l'âge de mon permis, parce que j'avais des grands frères, enfin pas des amis qui avaient des R12 dans le petit pays à Amance. Et puis... ça a pris comme ça, quoi. En vacances avec les R12, on va pas loin non plus. Mais bon, j'ai aimé cette voiture-là au départ et puis j'ai toujours resté fanatique de l'R12, quoi. Fanatique, c'est le mot. Dans la collection, il y en a plus d'une dizaine, de toutes les sortes ou presque. Si seulement 4 d'entre elles ont encore la force de rouler aujourd'hui, toutes possèdent des éléments d'origine. Il y a la première, les 70. Et puis la dernière, 77, 78. J'ai une break aussi, ouais. Particulièrement, je préfère les phases 1, les premières. Bien sûr, il faut avoir le sens de l'observation et du détail pour différencier les modèles de R12. Dans le parc de Jean-Paul, il y a donc des L, des TL et des TS. C'est une année 70, les premières, avec l'intérieur de TS, d'année 72, 73. C'est les premières intérieures, c'était les sièges tout bas. Il n'y avait pas le montant. Et les sièges étaient fixes. C'était moins accessible pour rouler, quoi. À l'intérieur, le confort est assez sommaire. Le moteur, lui, reste puissant mais aussi fragile. Pour Jean-Paul, peu importe. L'important est de préserver l'histoire de la voiture. Celle qui a été le plus vendue en France en 1973 vient de souffler ses 40 bougies. Et pourtant, les collectionneurs traditionnels lui préfèrent d'autres modèles. L'R12, elle n'est pas encore cotée comme l'R8 ou une autre Dauphine ou plus vieux encore. L'R12, elle a passé un... C'est pas pareil, quoi. Dans l'avenir, oui, je pense qu'elle va prendre un petit peu d'ampleur. Elle commence déjà. Et la douzaine de R12 ne suffit pas encore à Jean-Paul. Il continue de chercher, trouver et remettre en état, avec l'aide d'un copain mécano, des R12 laissés à l'abandon dans des granges ou des prés du département. Et qu'on se le dise, pour compléter sa collection, Jean-Paul rêve de récupérer une R12 modèle Gordini. Voilà, le message est passé. Bonne route à Jean-Paul et à ses R12. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre bulletin météo pour demain, dans l'Aube notamment. Il est présenté par Sandra Durupt et pourrait porter le titre d'un film. Ce sera Le Grand Bleu. Passez une très belle soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. À demain.